Bonjour, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, une société désirable avec mon invité Dominique Méda. Dominique Méda dresse un diagnostic implacable des impasses du modèle économique et social actuel, montée des inégalités, souffrance au travail, désengagement démocratique, urgence écologique. Elle appelle à un changement radical de paradigme en sortant de la logique néolibérale et de l'obsession pour la croissance du PIB afin de construire une société fondée sur le bien-être collectif, la soutenabilité écologique et le soin apporté aux humains comme aux vivants. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Bienvenue à Faites-moi lire. Écoutez, j'aurais pu commencer par une phrase tout à fait journalistique du genre « Alors, les Français sont-ils de grosses feignasses ?» Eh bien, je ne vais pas commencer par celle-là, même si peut-être nous allons y arriver. J'aimerais qu'on reprenne un petit peu de champ historique. Alors, on ne va pas remonter au néolithique et au début de la pierre, mais j'aimerais qu'on remonte avec vous à partir du XVIIIe siècle, où s'opère, me semble-t-il, une sorte de désarrimage de l'économique et du politique qui va accoucher de la situation dans laquelle on est. Donc, est-ce qu'on pourrait partir du XVIIIe siècle? Pouvez-vous nous décrire ce qui s'opère dans l'économie? Alors, le XVIIIe siècle, c'est Adam Smith, 1776, son grand livre dans lequel il s'interroge sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et il met tout à fait en avant l'importance du travail, la division du travail et le fait qu'une société qui produit toujours plus va faire ruisseler l'abondance jusqu'aux dernières classes du peuple et tout va être formidable. Le XVIIIe siècle, c'est aussi le moment où s'opère un extraordinaire basculement des valeurs. Je m'appuie en cela, c'est assez facile, sur cette fable extraordinaire, la fable des abeilles de Mandeville, dans laquelle le vice, la vertu du vice. C'est ça. C'est absolument passionnant parce qu'en effet, ça marque un basculement des valeurs, c'est-à-dire avant, je trace à grands traits, mais on peut dire que peut-être que jusque-là, des valeurs comme la tempérance, la sobriété, l'autolimitation étaient, comment dirais-je, prônées, à la fois par l'Église, mais aussi par les différents moralistes. Et à partir du XVIIIe siècle, même si la fable des abeilles, elle apparaît comme très immorale, donc les gens crient au scandale, mais néanmoins, ça marque un basculement, c'est-à-dire le moment où on se dit que, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de plus important, c'est de produire plus et de consommer plus, même si c'est à l'aide du vice, et des péchés, de l'amour du luxe, etc. Écoutez, c'est très intéressant. Je pensais que nous allions aller vers là un petit peu plus tard, mais on y est, on commence par là avec une axiologie plutôt morale. Il y a une rupture des valeurs. Oui. Et ça, c'est fondamental. Oui, ça me semble très important de mettre l'accent là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, on est obligé aussi d'organiser, de susciter, de provoquer un bouleversement des valeurs identiques. C'est-à-dire, en gros, si je voulais simplifier, je dirais que pendant très longtemps, les valeurs de sobriété et d'autolimitation ont été prépondérantes. Il y a eu ce basculement des valeurs au XVIIIe qu'on peut tout à fait comprendre, et qui d'ailleurs n'est pas seulement, il n'est pas nécessairement condamnable. Au siècle précédent, des philosophes comme Descartes ou Bacon, qui font la révolution scientifique, expliquent aussi qu'on va faire tout ça pour améliorer les conditions de vie des gens. Les conditions de vie, elles sont quand même terrifiantes à l'époque. Énormément. Avec une mortalité infantile. Absolument, absolument. Donc, il y a là une envie d'améliorer les choses qui est tout à fait compréhensible. Mais ce que je pense, c'est qu'on va aller un peu trop loin. Le capitalisme va opérer des ravages, comment dirais-je, l'obsession pour la croissance, la focalisation sur cet indicateur qui a plein de limites, le produit intérieur brut, la croissance qui est ramenée à des quantités produites. Ça, je crois qu'on a été trop loin. Et donc, ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, si on veut mettre un coup d'arrêt au saccage de notre planète, eh bien, il faut revenir à des valeurs de sobriété et de tempérance. Voilà finalement le théâtre de notre conversation parfaitement dressée. Apparaît le XVIIIe siècle. Je vous souhaiterais qu'on avance à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale et à la déclaration de Philadelphie. Oui, je m'y arrête longuement.
Et je m'arrête longuement sur ce moment, je dirais 42, 44, 45. Parce que là, on a la formation d'une nouvelle idéologie, de nouveaux espoirs en quelque sorte. On est au cœur de la guerre en 1942, quand William Beveridge sort son rapport. Dans son rapport, il propose qu'à la fin de la guerre se déploie un État social qui assumera des fonctions de bien-être pour l'ensemble des citoyens. Welfare State. En 1944, il écrira un autre livre qui s'appelle « Le plein emploi dans une société libre ». Pourquoi le plein emploi? C'est vraiment le fondement de cette société. Et 1944, vous le disiez, c'est la déclaration de Philadelphie, reconstitution de l'Organisation internationale du travail. Le travail n'est pas une marchandise et l'idée que si on veut la paix, il faut de la justice sociale. Et puis 1944, manifeste du Conseil national de la résistance qui prévoit un plan complet de sécurité sociale à la sortie de la guerre, et 1945, les ordonnances qui créent la sécurité sociale. Donc là, on a une configuration idéologique où l'idée c'est l'État a des fonctions éminentes, les salariés doivent être protégés et accompagnés, les fonctionnaires poursuivent l'intérêt général, etc., etc. Et puis il y a juste là, dans cette configuration globale, il y a un homme, Friedrich Hayek, qui en 1944 écrit aussi La route de la servitude. Et dans ce livre, il dit des choses qui à l'époque paraissent complètement sidérantes, hein, c'est-à-dire, c'est un Autrichien qui s'est réfugié en Angleterre, et il dit, nous en Angleterre, là, on est en train de faire face à un péril aussi important que le national-socialisme. Alors on se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le rapport Beveridge, c'est-à-dire que pour lui, dans national-socialisme, le pire, c'est socialisme, et le pire, c'est le planisme. C'est-à-dire que des humains organisent un plan pour faire fonctionner la vie sociale. Pour lui, c'est horrible, et donc à l'époque, on ne l'écoute pas du tout, mais peu à peu, il va créer la Société du Mont Pèlerin en 1947, et peu à peu, ces idées vont se répandre jusqu'à arriver en 1980, je simplifie outrageusement, au consensus de Washington, qui prend la place du consensus de Philadelphie. Alors, dans le cas d'Hayek, mes souvenirs remontent un petit peu longtemps, mais il y a cet aspect que vous venez d'évoquer, qui est finalement la peur liée au communisme, hein, c'est-à-dire cette peur de corseter les individus au sein d'une machine de la planification qui ne va pas. Et l'autre chose aussi, son idée, c'était, il me semble, c'était quand même cette idée que si on assiste trop les gens, on réduit leur capacité inventive, entrepreneuriale. C'est la grande idée libérale. Ouais, hein. Alors, Hayek, c'est plutôt ce qu'on appelle le néolibéralisme. Mais la grande idée libérale, c'est bien que... Et d'ailleurs, je cite un texte vraiment très intéressant qui est écrit en 1901 par Leroy-Beaulieu, qui s'oppose à l'idée qu'il pourrait y avoir un système de retraite obligatoire. Et il dit, mais vous y pensez pas. Si on met en place un système de retraite obligatoire, les individus vont arrêter de bosser et tout ce qui s'est développé en matière de civilisation grâce à l'énergie des individus, on va le perdre. Et c'est en effet au fondement à la fois de la pensée libérale et néolibérale que si on protège trop les individus, si on leur permet de s'assurer, alors d'abord ils vont peut-être prendre plus de mauvais risques qu'il ne faudrait et ils vont attendre que les choses leur tombent tout cuit dans le bec, si je puis dire. Ce que vous résumez, page 174, en disant « La protection sociale ôterait aux individus l'esprit d'initiative et de responsabilité ». Exactement. On en arrive donc au consensus de Washington et finalement en 50 ans, en 40 ans, on a une inversion totale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les 40 premières années qui ont mené, grosso modo, du début du siècle, du XXe siècle et de la guerre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a une vision plutôt, alors je ne dirais pas socialiste, mais en tout cas aux États-Unis, une vision qui pourrait encore nous inspirer, parce que je rappelle souvent à des amis qui l'ignorent que dans les années juste avant la Seconde Guerre mondiale, la question de la répartition de l'impôt, des rémunérations était beaucoup plus équitable aux États-Unis que chez nous. Tout à fait. Et on avait aussi évidemment le New Deal, hein, le fameux New Deal. Avec le New Deal de Roosevelt, le Social Security Act en 1935. Et donc, oui, tout à fait d'accord. Et donc tout ça va se retourner. Alors justement, comment ça se retourne? Eh bien, ça commence assez tôt, en fait. Parce que dans les années 60, il y a un grand plan, aux États-Unis, il y a un grand plan de lutte contre la pauvreté qui est mis en place par Johnson. Et
quand Nixon arrive au pouvoir, donc à la fin des années 60, il va remettre tout ça radicalement en cause. Et c'est le premier à employer le terme de workfare, hein, c'est-à-dire le welfare, ça suffit. Workfare, ça suffit. Avec une confusion que notre président de la République a un petit peu refaite en 2018, peut-être on y reviendra, avec une confusion entre le welfare state, donc l'ensemble de la protection sociale, et les aides sociales, comme si on pouvait réduire le système de protection sociale aux aides sociales qui sont données à des gens qui vont devenir les assistés, etc. Donc en 69, Nixon dit moi, je veux maintenant me débarrasser du welfare et mettre en place le workfare. Et puis dans les années qui suivent, on va avoir des tas de critiques contre, en effet, toutes ces aides qui sont données aux plus pauvres et qui les empêchent de bosser. Et ça, cet ensemble d'idées, hein, peu à peu, va arriver en Europe. Hein. Bon, il y a Thatcher, mais après, il y a aussi, comment dirais-je, le changement un peu d'idéologie des partis de gauche. Hein. Blair, avec cette idée que le vieil État-providence qui aide passivement les gens, il coûte trop cher, il faut arrêter. Il faut maintenant faire en sorte que les gens soient responsables, prennent des responsabilités. Il faut les picoter pour qu'ils reviennent sur le marché du travail. Alors Dominique Méda, où en sommes-nous, c'est-à-dire où en est et la France et l'Europe à l'heure actuelle? Est-ce qu'on est à un point de bascule? En tout cas, est-ce qu'on a un point qui ne va plus? Quel est le rapport au travail? Quel est le rapport à la richesse? Quel est le rapport à la volonté de construire ensemble dans un monde qui et quand même fait face à un péril écologique? Alors, bon, moi, il me semble que le péril essentiel auquel on a à faire face aujourd'hui, c'est, comme vous le dites, le péril écologique, hein, puisque je rappelle que là, on a quand même des travaux des scientifiques qui nous montrent que la situation s'aggrave. J'ai beaucoup apprécié et beaucoup appris dans un rapport qui a été publié en 2023 d'un climatologue qui s'appelle Tim Lenton, qui est très reconnu, hein, et qui a fait un rapport avec la Fédération des actuaires britanniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre les équations des économistes, des modèles économiques, et il dit attendez, ne croyez pas ces modèles économiques, aucune des hypothèses n'est réaliste, ces hypothèses sont hors sol. Donc ça fait très peur, parce que ça veut dire quand même que la plupart des gouvernements vivent en se reposant sur des modèles économiques, par exemple ceux qu'a proposé William Nordhaus, hein, celui qui a eu le prix Nobel en 2018, auquel on ne peut pas vraiment faire confiance. Bon, l'Europe avait fait une avancée considérable avec le Green Deal sur le traitement de ces questions. Aujourd'hui, un coup d'arrêt a été donné, hein, et ça c'est quand même hyper grave. Vous avez vu, loi omnibus là en février, où on revient sur la CSRD, le devoir de vigilance, toutes ces choses très importantes. En faveur de la compétitivité. C'est-à-dire on met un coup d'arrêt au traitement de la question écologique pour mettre en avant la question de la compétitivité, avec en effet une globalisation qui a eu beaucoup d'effets. Hein. Récemment, j'ai découvert... Alors j'ai lu le bouquin de J.D. Vance, son premier, son autobiographie paru au Globe, Elegy Hills, là, exactement, qui est très intéressant, et il est paru la même année que le travail d'une sociologue qui s'appelle Joan Williams, que je trouve également très intéressant, la classe ouvrière blanche, et les deux montrent en fait comment la désindustrialisation aux États-Unis a entraîner cette envie de se venger, enfin ce ressentiment, hein, et comment les démocrates ont été incapables de traiter cette situation. Et ça, je pense que c'est un point très important, c'est que les gauches, dans le monde occidental, n'ont pas été capables de traiter la désespérance des gens face à la globalisation. C'est un point très important, c'est-à-dire quand même la gauche, notamment française, a perdu les classes populaires depuis un bon bout de temps, et d'ailleurs les classes populaires elles sont parties à l'extrême gauche et puis après l'extrême droite. Tout à fait. Rapport Terranova 2011, hein, hyper important. Oui, c'est ça, voilà. Donc il y a en effet une colère populaire qu'il faut absolument traiter aujourd'hui. C'est pour ça qu'en gros, dans mon bouquin, ce que je dis, c'est qu'il faut évidemment que nos sociétés s'engagent dans la reconversion écologique, mais qu'on mette les classes populaires au cœur du projet. Parce que si on ne les met pas au cœur du projet, alors elles vont
refusé. Et on voit que le Rassemblement national joue, les extrêmes droites jouent là-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire, les extrêmes droites, aujourd'hui, leur pire ennemi, c'est la transition écologique. Ce qui peut paraître quand même assez curieux, quoi. On ne voit pas très bien pourquoi. Et en effet, tout ça constitue un frein énorme. Et donc, l'extrême droite récupère cette colère pour la diriger, précisément là où il ne faudrait pas du tout la diriger dans la mauvaise direction. Et donc, enfin, je trouve que ça serait intéressant de s'interroger sur le type de société que veut l'extrême droite. Apparemment, donc une société quand même assez figée, qui ne bouge pas et qui va se prendre, en effet, le choc écologique en pleine figure, quoi. Oui, finalement, vous savez, s'il y a toujours une inspiration de conservatisme révolutionnaire, c'est-à-dire, en fait, c'est de se remettre dans quelque chose d'assez figé, oui, mais susceptible de durer des millénaires, ouais, dans quelque chose de figé. Hein. C'est aussi ce que j'essaye de dire. Hein. C'est une énorme transformation que l'on doit engager. C'est un énorme chantier qu'on doit ouvrir. C'est aussi pour ça qu'on n'y arrive pas, hein, parce que c'est très compliqué. Et puis, pour un petit peu quand même élargir le sujet, je pense qu'on ne peut pas dire que le rejet, en tout cas la défiance ou la distance à l'égard de la nécessaire révolution écologique n'est le fait que des extrêmes et que l'extrême droite. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment, ou des moins jeunes, qui peuvent être d'ailleurs aussi complotistes ou non, et qui ne sont pas du tout inféodés à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, mais qui simplement, le message, la croyance dans ce qui est dit est simplement brouillée. Ouais. Et donc, la question du réchauffement climatique, etc., ça ne fonctionne plus. Tout à fait. Et il y a quelque chose là qui est, à mon avis, plus grave et dépasse la question d'aller vers l'extrême droite ou l'extrême gauche. C'est la question de restaurer une simple confiance décente entre tout le monde avant même les questions du politique. Vous ne pensez pas ? Je suis assez d'accord. Et d'où le titre du bouquin. Moi, je pense qu'il faut que l'on montre pourquoi opérer cette transformation nous amènera dans un état plus désirable que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si on ne montre pas aux gens les bénéfices qu'ils vont tirer de cette transformation, on n'y arrivera pas. Bénéfices en matière de santé, bon, ça c'est assez clair. Bénéfices en matière d'alimentation, on fait bouffer n'importe quoi aux gens, quoi. Et justement, toujours, j'ai dit Vance là. Il dit un truc très intéressant à la fin de son bouquin, il dit, on en avait marre de ces élites qui viennent nous dire qu'on mange mal, et c'est ça que je trouve intéressant. Il dit, mais elles le savent, les classes populaires, qu'elles mangent mal, mais elles ne peuvent pas faire autrement. Et donc, donner des alternatives aux gens, à la fois leur montrer pourquoi ça serait mieux, mais évidemment les aider à y accéder. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, pour la plupart des gens, et pour les classes populaires, elle apparaît comme d'abord un truc complètement inaccessible. C'est des prix plus élevés pour des produits bio, donc c'est un truc pour les bobos, quoi. Donc, ce qu'il faut absolument montrer, c'est que l'écologie, elle peut être populaire, en fait. Je dessine donc les contours d'une société désirable, une société du plein emploi des capacités, de la démocratisation de la production, une société qui met la permanence de conditions de vie authentiquement humaines au cœur de ses actions, où le travail a retrouvé son sens, une société qui a redéfini le progrès et où les politiques publiques sont mises au service d'un État-providence fort et d'une Europe politique et sociale. Je vous invite à développer vos passions joyeuses au service de cet idéal. Bonne lecture. Mais tout le monde, pas tout le monde, mais une grande partie des personnes vont être d'accord avec vous. Mais c'est génial. Comment on arrive à ça ? Eh bien, d'une part, en développant un discours entraînant et en montrant concrètement quelles pourraient être les étapes de cette transformation. Et alors, pour moi, un des acteurs essentiels, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas le faire tout seul. On ne va pas pouvoir tout seul résister à Trump, résister à Poutine, etc. Donc, ce que j'aime, en fait, mon souhait, alors là, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, hein, mais ça serait un peu de revenir à 1948, au Congrès de La Haye. Donc en 1948, hein, on est sous le double chantage, en quelque sorte, des États-Unis avec le plan Marshall et de l'URSS. Coup de Prague, etc. Et se réunissent à La Haye 800 promoteurs des États-Unis d'Europe. On veut créer les États-Unis d'Europe. Vous voulez revenir à un fédéralisme européen ? Oui. OK.
Voilà. Non, mais voilà, c'est clair. D'accord. C'est clair. Okay. Non, mais je pense qu'on ne Ouais. s'en tirera pas autrement. C'est-à-dire, si on reste, nous, la petite France, là, avec tous les petits nationalismes qui vont se dresser les uns contre les autres, on n'y arrivera pas. Contre les deux empires qui nous menacent, là, il nous faut une puissance forte. Et si cette puissance pouvait... D'abord, cette puissance, elle a des valeurs, et ça, on est à peu près le dernier continent à avoir des valeurs de l'état de droit, de la démocratie, etc. Donc voilà, ériger ça, redonner de la force à ça. Finalement, vous souhaiteriez que la troisième voie de De Gaulle, mais à l'échelle européenne? Oui, tout à fait. Bon, mais De Gaulle, il ne nous a pas trop aidé non plus à le faire. Non, hein. mais à une époque Ouais. où la conception de la nation et Oui. la conception d'Europe n'étaient pas au Oui. même niveau de maturité. Oui. Mais la question de la troisième voie et la question Tout à d'être fait. au-dessus des partis politiques, on peut dire aussi des nations, Oui, vous êtes dans cette perspective-là. Tout à fait. Je pense que le nationalisme c'est la voie vers la guerre. Et d'ailleurs, hein, le manifeste Spinelli, qui est publié en 1941, je crois, Spinelli voulait évidemment promouvoir une Europe forte. Il dit ça très clairement, hein, que on doit essayer de sortir du nationalisme qui ne peut se finir que par la guerre. Alors finalement, on a un bon moment pour ça. Je rigole pas. Ah Mais non. je veux dire, entouré de gens qui sont des fous Tout à à la fait. fois tyrans et bouffons, Exactement. c'est peut-être le meilleur moment pour que finalement la grande tradition de la raison humaniste européenne se Ouais. dise ah bah, on va construire notre château. Exactement, et on se retrouve, vous avez parfaitement raison de le dire, on se retrouve tout à fait dans la même situation que 1948, pris entre deux empires. Et c'est pour ça qu'il y avait eu cette réaction. Trois empires. C'est Avec vrai, la Chine. c'est vrai, elle est cachée derrière. Ouais. C'est pour ça qu'à l'époque, on voulait faire les États-Unis d'Europe. Et il y a des textes très, très intéressants, je crois que j'en parle dans le bouquin, qui nous disent qu'en fait, c'est à cause de cette peur qu'on a voulu faire les États-Unis d'Europe. Et c'est parce que la peur est retombée, notamment quand Staline est mort en 1953, que on n'a pas réussi à faire la CED, la Communauté européenne de défense, c'est les Français qui votent contre, hein, en 1954, et que ce rêve a été oublié. Et bien là, on se retrouve exactement dans le même type de configuration. Finalement, la victoire du libéralisme et du néolibéralisme, c'est la victoire d'une pensée anglo-saxonne contre une pensée latino-germanique. Ouais. Est-ce que vous pensez que là, c'est précisément quelque chose qui est un petit peu remis en jeu, où on se dit il y a quelque chose qui, de fait, ne fonctionne plus avec cette pensée anglo-saxonne? C'est évident. J'avais bien aimé, en 91, Michel Albert avait écrit un bouquin qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme ». Et donc, il disait exactement ça. Il y a un capitalisme qui est en fait un capitalisme régulé, type économie sociale de marché, voilà. Et puis il y a un capitalisme anglo-saxon. Et alors vous avez parfaitement raison, c'est le capitalisme anglo-saxon qui a gagné, là, avec l'influence des marchés financiers, la valeur pour l'actionnaire, la financiarisation à outrance, ouais. etc. Bon, là, ça a marqué ses limites. Maintenant, comment on sort de ça? Est-ce qu'on sort de ça par un retour au féodalisme, ce qui est quand même en train de se passer là, avec Trump et compagnie, des entreprises toutes puissantes, des suzerains et des vassaux, etc. Ou est-ce qu'on... Techno-féodalisme. Exactement, techno-féodalisme. Ou est-ce qu'on parvient à reconstruire sur nos propres valeurs européennes, état de droit, capitalisme régulé, etc. C'est toute la question actuelle. Alors, dernière question, encore une fois, j'y reviens, mais pratico-pratique. Comment peut-on produire un récit convaincant et désirable? Car vous savez très bien, comme moi, qu'on ne peut plus avoir de révolution, donc ça peut être que des modifications de l'imaginaire collectif qui se modifient, qui transitent et qui s'inscrivent dans de nouvelles esthétiques théoriques et pratiques. Comment on fait pour amener les personnes à adhérer à votre projet? Eh bien, on essaye de répandre l'idée d'un nouveau paradigme. Alors ça, c'est beaucoup trop abstrait, paradigme. Mais par exemple, moi, j'aime beaucoup les travaux d'Aldo Leopold. Aldo Leopold, c'est un chasseur. C'est le premier écologue. Il écrit en 1949 Almanach d'un comté des sables. Alors ça aussi, vous allez me dire, c'est imbitable, Almanach d'un comté des sables. Le type, il raconte comment tous les vivants sont liés et comment, en gros, si je fais du mal à une partie du vivant, je me le prends dans la figure, quoi. Et ce qu'il dit, c'est, il prend
Il raconte une petite histoire. Il dit que Ulysse, quand il est revenu chez lui, il a pendu 12 petites servantes parce que c'était sa propriété. Et il dit, on fait la même chose, nous, et aujourd'hui, ça nous scandalise. Et il dit, aujourd'hui, on fait la même chose avec la terre. On considère que la terre, c'est notre propriété. Non, c'est pas notre propriété. On doit changer de regard et on doit désormais substituer à un rapport de conquête et d'exploitation un rapport de prendre soin. On doit prendre soin de la terre, on doit prendre soin des autres. Donc voilà, on a toute une réflexion à faire sur la manière dont on pourrait transformer notre rapport à la terre, notre rapport aux autres, nos représentations. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur nos représentations. Réencastrer les humains dans la nature, savoir qu'on est une partie de la nature et donc que prendre soin de la nature, c'est comme prendre soin de nous. Avec toute une réflexion sur le travail. Le travail, c'est plus quelque chose qui agresse la terre et les autres, c'est quelque chose qui prend soin et qui répare. Une société désirable est un livre lucide, exigeant, mais profondément mobilisateur. Il nous aide à comprendre les impasses du monde actuel, mais surtout, il nous montre que d'autres choix sont possibles, que la société dans laquelle nous vivons n'est pas une fatalité. C'est un livre pour celles et ceux qui veulent penser l'avenir autrement et commencer à le construire dès maintenant. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.